On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, à la fois en distanciel et en présentiel, ce qui est un petit défi technique pour nous aujourd'hui, donc on espère qu'on arrivera à le relever. En tout cas, tout le monde s'investit pour que ce soit le cas. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir le colloque qui marque également le lancement de la Semaine européenne de l'emploi pour l'emploi des personnes handicapées aux HCL, avec différents événements qui vont jalonner cette semaine. Et c'est important pour nous au niveau des Hospices civils de Lyon, parce qu'on renouvelle encore cette année notre participation à cette semaine, parce que c'est la conviction que pour nous, l'inclusion n'est pas qu'un slogan, mais un travail collectif et continu. L'information, la sensibilisation et la formation doivent être soutenues, renouvelées. L'enjeu est de taille et notre institution se veut exemplaire en la matière. Pour mémoire, en affirmant dans son projet stratégique 2035 que les HCL ont, parmi d'autres ambitions, celle d'être le CHU attentif à l'humain et à l'environnement, notre institution poursuit évidemment son engagement dans la recherche d'un environnement de travail ouvert, accessible et porteur d'opportunités pour tous. Donc depuis de nombreuses années maintenant, les différents professionnels des Hospices civils de Lyon, que ce soit les équipes des ressources humaines, en lien avec les assistants sociaux du travail, les services de santé au travail pluridisciplinaires, la médecine statutaire, aussi les organisations syndicales, se mobilisent pour transformer concrètement les parcours individuels d'accompagnement et les organisations. Et de fait, nos organisations se transforment en cohérence avec nos ambitions. Par ailleurs, on a de nombreux partenariats extérieurs avec différentes associations et institutions et qui contribuent également à améliorer nos connaissances sur les implications des différents handicaps dans le milieu professionnel. On est dans ce qui nous réunit aujourd'hui, mais à améliorer nos connaissances des dispositifs mobilisables dans une démarche d'attention portée aux professionnels des HCL. Et nous souhaitons vous remercier, que ce soit les professionnels internes aux HCL, mais tous nos partenaires qui sont plusieurs en fait présents aujourd'hui. Pour tout cet accompagnement et cette démarche, nous souhaitions vous remercier très sincèrement. Nous savons que le chemin est encore long et surtout que nous devons nous impliquer constamment pour que la dynamique ne s'essouffle pas. Et en tant qu'hôpital, nous savons aussi combien il est essentiel de prendre soin de nos patients et de considérer chaque patient dans sa singularité, de reconnaître ses besoins, ses fragilités et son rythme. Et nous portons la même exigence vis-à-vis de nos professionnels. Ce que nous faisons pour nos patients, nous le devons aussi à celles et ceux qui font vivre l'hôpital. Et cette symétrie des attentions est une conviction forte. Un hôpital qui prend soin de ses équipes est un hôpital qui prend mieux soin des patients. L'inclusion est l'affaire de chacune et chacun d'entre nous, professionnels hospitaliers, direction, partenaires, associations et réseaux du territoire. Aujourd'hui, en partenariat avec la Fédération interdisciplinaire des troubles du neurodéveloppement des HCL, FIND HCL, et l'ADAPT, nous vous accueillons pour nous interroger sur la manière d'accompagner un professionnel ayant un trouble du neurodéveloppement dans sa situation de travail. Cette réflexion s'inscrit pleinement dans le plan national dédié aux troubles du neurodéveloppement et dans notre volonté d'améliorer la compréhension, l'accompagnement et l'intégration des personnes concernées. Ce colloque se veut un moment pour partager, mieux comprendre, faire évoluer nos pratiques. Mais il s'inscrit dans une démarche de long terme qui tend à faire de l'inclusion un levier de cohésion, d'innovation et de qualité de vie au travail. Je remercie les professionnels et les partenaires dont la présence et l'implication nous permettent de nous retrouver ici cet après-midi. Très nominativement et donc de manière pas exhaustive, je voudrais remercier Amandine Échard, Olivier Gadret, Olivier Castelin, Thomas Magan, Chisnan, la société qui nous aide à organiser ça aujourd'hui, Pierre Fourneret, Sylvie Dardel, Clémence Denis, Faravi et Adélaïda. Évidemment, c'est pas exhaustif. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre engagement. Je vous souhaite un après-midi riche en échanges et en perspectives. Et je vais donner la parole. C'est à vous, Sylvie? Non, c'est à vous, pour annoncer un peu le déroulé de cet après-midi. Merci beaucoup. Merci, Madame la Directrice. Bonjour à tous. Donc, Pierre Fourneret, professeur de pédopsychiatrie et représentant de cette fameuse fédération, FIND HCL, donc vous allez commencer à entendre parler, et qui est pilotée par le professeur Vincent Desportes, neuropédiatre, et surtout animée de manière brillante par notre chère Amandine. Je ne la vois pas si elle est là. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un petit changement de programme, puisqu'on va démarrer
par la connexion, parce qu'on est international, on est déjà connecté au Pérou, et on va commencer, je trouve que c'est pas négatif de démarrer par directement un témoignage donc d'une personne concernée. Donc c'est un moniteur ARC, Sophie Loutio, je ne veux pas écorcher son nom, et qui va témoigner effectivement donc de son vécu, de son expérience en compagnie de de son encadrant, de sa manager. Donc elles sont au Pérou, vous l'avez compris, et si elles m'entendent bien et qu'elles sont prêtes, est-ce qu'elles peuvent prendre la main? Oui, bien sûr. Tout d'abord, un grand merci de nous permettre d'effectuer cette présentation. Il s'agit du coup d'un témoignage entre un ARC moniteur et un ARC manager, donc entre Sophie, moi-même et Laureline. Nous travaillons du coup toutes les deux au sein de la direction de la recherche en santé à la promotion interne des hospices civils de Lyon. Tout d'abord, du coup, dans le cadre de ce témoignage dans une situation professionnelle, premier point, c'est qui sommes-nous? Dans un second temps, c'est quel est le contexte personnel et les initiatives effectuées? Quelles sont ensuite les démarches? Quel a été le mode opératoire et les aménagements réalisés? Quels sont nos retours d'expérience et ainsi que les ressources et les pistes d'amélioration possibles? Donc, qui sommes-nous? Sophie, je te laisse commencer. Donc, bonjour à tous déjà. Donc, Sophie Leutieux, donc moi je suis ARC moniteur, donc attachée de recherche clinique du côté de la promotion. Donc, oui, mon rôle principal est d'assurer du coup que les études cliniques se déroulent conformément au protocole et aux réglementations en vigueur. Donc, voilà. Et Laureline Leleu, du coup, ARC manager, du coup, s'occupant du management de proximité d'une équipe de 15 ARC moniteurs. Notre rôle, comme le disait Sophie, c'est d'intervenir dans certaines étapes d'une gestion d'une étude promoteur. En tant que moniteur, on intervient du coup à l'étape 4 et 5 illustrées ci-dessous, donc durant le suivi de l'étude et la clôture de l'étude. Et le rôle d'un ARC moniteur, comme le disait Sophie, c'est de vérifier la qualité et la véracité des données recueillies par rapport aux données sources afin de garantir la fiabilité des résultats et donc des publications scientifiques. C'est un métier, comment dire, pour vous situer le contexte, c'est un métier quand même assez fatigant dans le sens où ça nécessite une fréquence de déplacement importante sur toute la France. C'est un métier aussi qui s'appelle rigueur, donc on doit planifier avec une grande anticipation nos déplacements et également respecter un certain nombre d'indicateurs et de délais pour répondre conformément à nos processus qualité. Et Sophie, je te laisse du coup énoncer le contexte personnel et les initiatives. Oui. Donc, moi, du coup, j'ai eu un diagnostic de TDAH en janvier 2021. Donc, le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans mon cas, c'est avec hyperactivité. Donc, vite fait, pour expliquer rapidement, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement donc, qui affecte notamment la régulation des fonctions exécutrices. Donc, les principaux symptômes qui peuvent m'handicaper du coup dans le travail, c'est la difficulté du maintien de l'attention sur les tâches, surtout sur les tâches non stimulantes, une hyperactivité motrice et mentale et une difficulté dans la gestion du temps des priorités. Donc, j'ai pris mon poste d'ARC moniteur en novembre 2022. Donc, je n'ai pas voulu parler tout de suite du diagnostic. Donc, d'abord, j'ai fait un an sans du coup en parler. Lors d'une visite médicale avec le docteur Marc Arian, donc c'est le médecin du travail, donc en 2023, je lui ai fait part du TDAH. Donc, c'est aussi le médecin du travail qui a pu établir du coup le lien avec Madame Clémence Denis pour du coup un suivi plus précis du poste, de l'adaptation au poste. Donc en parallèle, j'ai fait la demande de la FQTH, donc la reconnaissance de la qualité des travailleurs en situation de handicap auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Et du coup, en janvier 2024, j'ai eu l'obtention de cette FQTH qui m'a permis du coup de pouvoir commencer les démarches avec ZADAPT. Donc, concernant les démarches, donc comme je le disais avant, donc en novembre 2023, j'ai vu le médecin du travail. Donc suite à la discussion qu'on a eu sur le TDAH, il a été décidé de mettre en place un 80% donc, pour avoir un jour de repos dans la gestion du TDAH.
Sous l'accord du responsable et avec l'appui du médecin du travail, donc sur 80% a été accepté. Donc en janvier 2024, comme j'ai dit avant, j'ai eu la RPTH, donc ça a permis de commencer l'accompagnement par l'ADAPT. Donc en sachant que l'ADAPT, c'est une association dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle des personnes avec une situation de handicap. Donc, du coup, durant l'année 2024, j'ai eu des entretiens avec Madame Rachel Blanchard, donc c'est ma référence à l'ADAPT, qui a du coup, donc ces entretiens ont permis d'identifier mes difficultés, mes besoins et du coup les actions qui sont possibles à mettre en place dans le cadre d'un TDAH. Puis, finalement, l'ADAPT a pris contact avec l'ARC Manager, donc avec Laureline, pour l'application de ces méthodes dans le cadre de mon travail. Du coup, je te laisse, Laureline, parler Bien des... sûr. Donc, pour en venir au mode opératoire de aux aménagements réalisés, Sophie m'ayant fait part du coup de son TDAH et du coup également l'ajustement de son temps de travail à 80%, j'ai effectué en concertation avec Sophie certains aménagements, donc une réduction de la charge de travail bien sûr avec parce qu'en fait un ARC Monitor fonctionne avec un portefeuille d'études cliniques. On a réduit le nombre d'études passant de 15 études à 10 études, ce qui permettait première adaptation au temps de travail de 80%, avec une répartition du coup réadaptée de l'activité au sein de toute l'équipe. S'en est suivi du coup un certain nombre d'échanges réguliers tous les 2 à 3 mois pour soutenir Sophie dans des deadlines, pour faire le suivi aussi dans son organisation et comment prioriser certaines tâches et certaines activités dans un portefeuille d'études de 10 études. Sophie, on a du coup effectué ce suivi ensemble. Conjointement, m'a fait part de certaines d'autres difficultés sur des projets qui, chez nous, sont complexes, dans le sens où ils incluent quand même un grand nombre d'acteurs, beaucoup d'arc-moniteurs de notre même équipe, mais également d'autres interlocuteurs, et du coup de nombreux centres. Puisque ces projets complexes sont des projets multicentriques qui poussent l'arc-moniteur à se déplacer dans de nombreux centres. Ces difficultés ont mené finalement à un deuxième aménagement qui a permis de diminuer le nombre de centres sur ce projet complexe qui permettait à Sophie de travailler dans de meilleures conditions. J'ai été absente sur une certaine durée, sur 6 mois, faisant un congé maternité, donc j'ai repris l'accompagnement de Sophie qu'en novembre 2024, mais en mon absence, Sophie a fait le lien également, a été accompagnée avec l'ADAPT, malgré tout. En novembre 2024, lors de mon retour, on a refait le point sur du coup toute l'année écoulée, ce qui a mené à un dernier aménagement sur de nouveau les études multicentriques qui impliquaient plusieurs collaborateurs. Ce qu'on a décidé, c'est du coup de réadapter le portefeuille d'études et de permettre à Sophie de se positionner sur de nouvelles études dès le début d'un projet, sur des études où on a en réalité moins de centres et du coup moins d'interlocuteurs. On a réadapté du coup la charge de travail également au sein de l'équipe au global et pour avoir un format plus adapté. Et tout début 2025, Sophie, je te laisse peut-être reprendre la suite, mais par rapport à ton suivi. Oui, du coup, au cours de l'année 2025, du coup, j'ai été en contact avec la neuropsychologue de l'ADAPT et j'ai passé des tests et des bilans neuropsychologiques justement pour évaluer mes capacités attentionnelles et aussi pour voir si mon traitement, donc, parce que j'ai un traitement par Ritaline, s'il fonctionnait bien et tout ça. Et donc, en fait, suite à ces tests et bilans neuropsychologiques, il en est sorti des préconisations. Donc, les préconisations principales sont donc, favoriser la modalité visuelle. Donc, j'ai beaucoup de mal à avoir le côté uniquement auditif. Donc, je préfère tout ce qui est écrit, donc rédaction des synthèses suite à des réunions, par exemple, ou des échanges de mails. Donc, évidemment, j'ai des difficultés aussi liées à l'open space parce que du coup, les simulations auditives entraînent beaucoup de déconcentration. Donc, en fait, pour ce faire, le mieux, c'est de limiter les interruptions de tâches, donc avec des indicateurs de disponibilité, ou alors, du coup, carrément aller m'isoler dans une salle de réunion où, du coup, ça sera plus calme.
Et lorsque c'est pas possible, j'ai aussi un casque anti-bruit pour pouvoir réduire un peu les, euh, les déconcentrations. Pour tout ce qui est tâches peu stimulantes, donc en fait, c'est des tâches qui sont pas forcément difficiles, mais c'est des tâches où je vais avoir plus de mal à maintenir mon attention dessus, vu que du coup, elles sont peu stimulantes. Et dans le cas du TDAH, ça fonctionne beaucoup par intérêt. Donc, dans ce genre de cas, il faut que je mette en place donc, le circuit de la motivation, donc en me créant par exemple des pauses fréquentes pour pouvoir avoir une quantité de motivation et de récompense qui est la pause, ou aussi une mise en mouvement. Donc, en fait, moi, pour canaliser tout ce qui est la motricité, c'est bien aussi de pouvoir justement me lever ou alors pouvoir travailler debout ou sur justement des balles. Mais ça, j'en reviendrai. Donc, ce qui est aussi super important pour moi, c'est la flexibilité en interne. Donc, en fait, avec des horaires qui peuvent être plus ou moins variables, parce que mes symptômes sont différents d'un jour à l'autre. Donc, en fait, il y a des jours où je vais avoir plus ou moins de symptômes. Et donc, c'est bien de pouvoir compenser d'un jour à l'autre en fonction de comment mon TDAH fonctionne. Il y a aussi évidemment l'identification, la catégorisation des tâches. Vu que j'ai des difficultés sur certaines tâches, et aussi une difficulté de priorisation des tâches, ben, c'est bien de pouvoir du coup les écrire et du coup donc faire des to-do list pour pouvoir après ensuite les prioriser et puis passer à celles où j'ai le plus de mal sur les moments où je sais que je vais être le plus concentrée dans mes journées. Donc voilà. Et comme je le disais avant aussi, simuler du coup la simulation physique, donc en travaillant debout, ou avec justement des balles. Et pour ça, j'ai été mise en contact avec du coup la société Azergo pour mettre une balle pour pouvoir travailler et changer de posture. Et ça, c'est encore en cours du coup de test. Merci Sophie. Du coup, par la suite, en octobre 2025, on a eu une intervention du coup de l'ADAPT et de neuropsychologues pour un temps fort de sensibilisation qui a été réalisé sur le TDAH auprès de notre équipe du coup moniteurs ainsi qu'auprès de moi, intégrant du coup un format interactif, des quiz et également du coup d'autres échanges vraiment très intéressants qui permettaient justement à toute l'équipe d'avoir une meilleure compréhension du trouble de l'hyperactivité, de l'attention avec l'hyperactivité, pardon. Et ce format était vraiment très très apprécié par l'équipe et on espère donc là qu'il sera du coup renouvelé parce que je pense que c'est important pour l'équipe, pas seulement pour Sophie, mais de manière générale d'y être sensibilisée puisque c'est quand même une situation qu'il faut, il faut en prendre compte en fait en son quotidien. Pour le bien-être de son collaborateur. Et du coup, pour les retours d'expérience, donc c'est un retour d'expérience sur la DAD, donc l'association qui m'accompagnait à l'ENA. Donc mes retours sont plutôt positifs, ça se voit d'ailleurs dans le tableau. Donc parce que c'est une société qui sont vachement disponibles, donc en fait dès que j'avais des besoins et tout, ils étaient là du coup pour m'accompagner, pour répondre à mes questions. C'est aussi une société qui va vachement s'adapter à la personne parce que les TDAH, en fait, peuvent être très différents et s'exprimer de façon vraiment différente d'une personne à l'autre. Donc, c'est vrai qu'ils vont prendre plutôt vraiment les besoins de la personne qu'ils accompagnent et non, ils vont pas appliquer des recommandations spécifiques uniquement au TDAH. Ils vont vraiment s'adapter. Donc, c'est aussi agréable en fait de discuter avec des gens qui comprennent déjà le trouble et qui du coup vont réussir à bien sensibiliser les équipes pour bien leur faire comprendre et donc que ça soit clair et aussi participatif. Donc ça c'était leur intervention du 9 octobre. Et puis du coup, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que la communication, elle était très facile dans tous les cas, que ce soit moi avec la DAP ou que ce soit avec Madame Denis ou que ce soit avec Laureline, la communication, elle a été assez fluide et ça rendait aussi les actions beaucoup plus faciles. Donc voilà, donc mon retour, il est très positif en général. Laureline, je te laisse faire un retour si tu as des points positifs aussi. Également, moi j'ai beaucoup apprécié avoir du coup le soutien de l'ADAPT
je ne vais pas me cacher que je suis art manager, enfin manager tout court depuis très peu d'années. Donc, ce sont des notions qui sont nouvelles pour moi et qui fait que ça a amélioré aussi mes interactions avec Sophie et surtout comprendre ce à quoi s'expose Sophie, peut-être quotidiennement, les difficultés qu'elle a pu rencontrer et adapter du coup le travail en lui-même, les conditions de travail en elles-mêmes et permettre le meilleur accompagnement possible, bien sûr. Toutefois, il y a certaines propositions, alors je pense que ça ne dépend pas réellement de la date, mais il y a certaines propositions qui sont malheureusement compliquées à mettre en œuvre à cause de la réalité de terrain par rapport au monde de l'entreprise, au monde actuel, où on est beaucoup dans des locaux, par exemple, qui sont en open space. Et Sophie pourra en témoigner, mais c'est pas des conditions qui sont vraiment faciles en fait pour se concentrer une journée entière. Voilà, je sais pas si tu souhaites. Oui, détailler. pour complémenter ce que tu as dit, c'est aussi une question de... c'est compliqué parfois de mettre en place des recommandations quand un service entier fonctionne d'une certaine manière qui n'est pas du coup très adaptée pour un trouble. Donc je parle notamment de quand c'est un open space où on a l'habitude d'aller interrompre assez facilement les collègues, pour poser des questions et tout ça. C'est quelque chose qui n'est pas très bénéfique pour le TDAH parce que du coup, les interruptions de tâches, c'est très compliqué à gérer et ça demande énormément de pistes. Donc, concernant les ressources et pistes d'amélioration, donc comment aller plus loin? Ça, c'est surtout qu'en fait, il faut savoir que l'accompagnement d'une personne en situation de handicap, c'est quelque chose qui se maintient dans le temps. Donc, il y a certaines actions qu'on peut mettre et qui ont date de fin, mais il y a beaucoup d'actions qui, en fait, nécessitent un suivi dans le temps, notamment des points réguliers. Pour moi, les deadlines, parce que ça permet de maintenir l'attention sur certaines tâches. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui demande une mise en place de processus. Comment du coup améliorer l'aménagement et la prise de conscience dans le milieu professionnel et plus largement. Donc ça, en fait, on a vu comment ça avait bien fonctionné la sensibilisation de la date de notre équipe. C'est vrai qu'on se disait avec Laureline que idéalement, ça serait bien d'ouvrir des sensibilisations plus larges, plus de services et autres. Mais du coup, ça c'est quelque chose qui peut être plus compliqué justement dans la pratique et à mettre en place et tout ça. Donc, les points de vigilance, ça rejoint ce que j'ai dit en haut. C'est quelque chose, ça doit être un maintien continu, donc dans le temps, donc continuer les deadlines, continuer les points et tout ça pour être sûr que, en gros, tout fonctionne bien. Laureline, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux perspectives? Oui, pour reprendre sur le comment améliorer l'accompagnement et la prise de conscience dans le milieu professionnel, c'est comment malgré tout les entreprises et puis du coup les locaux dont elles disposent, comment ils peuvent s'adapter, quelles sont les possibilités, quelles sont les limites pour individualiser du coup des besoins pour les personnes en situation d'handicap. C'est un peu une ouverture, c'est un peu un espoir de se dire que plus tard ce serait bien malgré tout que ça soit pris en considération plus largement. Et on se disait avec Sophie, du coup, quel avenir, quelles sont les perspectives en termes d'ouverture. Sophie, tu disais, voilà, est-ce que le monde actuel de l'entreprise qui engendre une surstimulation quotidienne des agents, est-ce que l'épuisement professionnel est-il justement favorisé par ce type de pratique? Et à quel point peut-on aménager l'activité du coup dans ce contexte? Peut-on sensibiliser les équipes à grande échelle afin d'avoir une prise de conscience globale de l'existence des troubles de neurodéveloppement et l'impact justement dans le milieu professionnel? J'ai rien à rajouter, voilà. Très bien. Merci à tous. Écoutez, un grand merci à vous, Sophie et Laurine, pour la richesse et la force de votre témoignage. L'idée, c'était d'avoir un petit temps d'échange. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. L'idée, c'est d'avoir un petit temps d'échange et profiter encore de la présence de Sophie et Laurine pour les interroger. Alors, vous avez compris qu'il y aura 2 micros qui vont circuler dans la salle et on a aussi des personnes qui sont connectées. Je vais commencer par la première question qui a été posée sur le chat. Alors qui est à l'intention effectivement donc à la fois de Sophie et de Laurine. Comment ont été perçus justement par vos collègues
à la fois vos difficultés et la mise en place des aménagements pour vous aider. Oui, Sophie, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Il va falloir... Tu peux commencer, puis au pire, je complète. Alors, je pense que ça n'a pas été forcément simple pour l'équipe de comprendre parce que justement, le temps de sensibilisation a été réalisé après coup. Les aménagements ont commencé en 2024 euh, par l'ajout par l'attribution du coup du 80%. Euh, Sauf qu'au départ, peut-être qu'on n'avait pas forcément énoncé le trouble de neurodéveloppement, euh, ce qui fait que les ajustements ont été, du coup, enfin les aménagements ont été compris, mais certains ne l'ont peut-être pas été sur le long terme, puisque je pense qu'ils n'avaient pas cette compréhension des difficultés que rencontrait Sophie. Donc parfois, ça a pu peut-être créer quelques injustices sur certains projets. Mais mais en tout cas, je trouve depuis l'intervention de l'ADAPT que c'est quelque chose qui, je pense, a été, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une prise de conscience globale dans l'équipe. Mais après, globalement, en termes de bilan, je trouve qu'il est, enfin, ça reste très positif. Et voilà. Après, je laisse Sophie partager aussi son ressenti. Alors, moi, en fait, j'avais un peu peur justement qu'ils le prennent, oui, qu'ils le prennent un peu mal, mes collègues. Donc, le 80%, j'avais l'impression que ça passait. C'est juste que parfois, ils comprenaient pas trop pourquoi j'avais moins de projets, mais du coup, c'est l'adaptation au 80%. Donc, ça a été quand même assez compris. Mais par contre, c'est là où ils avaient un peu plus de mal à comprendre, c'est que, en fait, mes difficultés sont parfois sur des choses qui sont simples. Donc, pour donner un exemple, c'est par exemple remplir un Excel. Donc, c'est vrai que c'est des actions où je vais avoir du retard, par exemple, sur ces tâches-là, alors que je vais avoir, enfin, je vais pas du tout avoir de soucis, par exemple, sur vraiment les monitoring ou sur le cœur de métier. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, sans compréhension du trouble, sans savoir exactement à quoi ça correspond, ça peut être un peu mal interprété, comme vu plutôt comme un peu une excuse entre guillemets. Mais du coup, c'est vrai que je suis d'accord avec leur ligne. Depuis qu'il y a eu l'adaptation, depuis que j'en parle un tout petit peu plus dans les détails, les personnes comprennent un peu mieux comment ça fonctionne et du coup, ils sont plus aussi ouverts à essayer de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce qui est le mieux pour justement qu'on continue à travailler bien en groupe. D'où D'où l'importance l'importance de de l'intervention l'intervention d'ADAPT, d'ADAPT, qui qui a a été été un un traducteur traducteur de de notre notre carte carte invisible invisible et et qui a qui a permis permis aux aux collègues collègues de de mieux mieux comprendre comprendre votre votre quotidien. quotidien et la difficulté. Oui, parce qu'en fait, avant, j'en parlais pas trop. En fait, c'est un peu compliqué aussi quand on a un trouble de savoir à quel point il faut en parler ou pas aux collègues, à quel point ils ont envie de savoir ou pas aussi. Donc, c'est vrai que je restais assez très superficielle sur mes besoins. Donc, je parlais vraiment de ce qui était nécessaire. Donc, par exemple, quand ça touchait vraiment à l'organisation générale de l'équipe. Mais c'est vrai que je rentrais pas dans les détails. Donc, en fait, l'adapt a vraiment permis de plus expliquer les détails, ce que je faisais pas de moi-même, parce que c'est un peu délicat parfois d'aborder ce genre de questions, donc de façon, quand il n'y a pas d'accompagnement derrière. On aura On probablement aura l'occasion d'y probablement revenir. d'y Alors, revenir. il y a une Alors, deuxième une deuxième question aussi sur question le chat, aussi sur le chat, qui était qui était de d'exprimer de de manière manière un un peu peu plus plus concrète concrète quel était justement justement le le rôle rôle de de la la société société Azergo Azergo dans les dans les différentes différentes aides aides que qui vous sont pu proposez et proposer et pourquoi pourquoi particulièrement cette cette société. société. Donc ça, c'est Madame Clémence Denis qui m'a mis en contact avec l'association. Et c'est parce que justement pour pouvoir compenser surtout notamment le côté hyperactivité motrice. Parce que le fait de rester assis longtemps, ça peut être une difficulté pour moi. Et donc, pourquoi exactement cette société, ça, j'ai pas la réponse. Écoutez, un grand merci encore à tous deux. C'est C'est toujours toujours la la pause pause à à témoignage, mais ça permet Un grand merci à vous. la discussion et des échanges qu'on va continuer. Et Puis, puis, tout se passe bien, bien Aurélie. Aurélie. Donc, J'invite j'invite Aurélie Richard Bordas, qui est neurologue dans dans le le service service d'épileptologie de d'épileptologie prochaine neuroprochaine professeur professeur France, qui va qui va nous nous présenter présenter un un panorama panorama du neurodéveloppement.
Attends, 2 En minutes. 2 minutes, Synchronisation. Ça devrait être un petit peu plus facile. donc je suis confidentielle quand même. Donc, effectivement, Effectivement, moi, je suis neurologue civile dans le service d'épileptologie la neurologique, où j'ai une double activité en épileptologie parce que c'est le cœur de mon activité. Mais comme l'épilepsie est très souvent associée à des troubles du neurodéveloppement, petit à petit, j'ai aussi créé cette activité purement troubles du neurodéveloppement, de diagnostic, prise en charge des adultes, quel que soit l'âge, avec soit un relais de diagnostic des enfants et de pouvoir accompagner en tant qu'adulte leurs troubles ou alors des diagnostics tardifs qui n'ont pas été plus jeunes et où on s'interroge plus tardivement sur la présence d'un trouble et on lance toute une démarche diagnostique. Donc là, ce n'est pas le cœur de ce propos-là, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu l'activité qui est possible ici aux hospices. Donc là, je vais vous détailler un petit peu en passant par la définition du neurodéveloppement, prendre ensemble les causes qui sont multiples. Il n'y en a souvent pas qu'une seule et c'est souvent une association de plusieurs causes qui amènent à ce type de révélation de troubles. Les types, parce qu'il y en a différentes sortes. Les points communs de ces différents troubles et bien évidemment leurs conséquences en vie quotidienne. Donc un trouble du neurodéveloppement, c'est un trouble qui s'installe précocement et qui va faire défaut vis-à-vis d'une compétence cognitive attendue. Donc si on prend une trajectoire développementale classique d'un point de vue psychomoteur d'un enfant, il va y avoir des difficultés qui vont être démasquées précocement sur différentes fonctions. Donc les fonctions cognitives, il y en existe énormément, je vais vous les décliner après, et il peut y avoir une ou plusieurs compétences qui sont en décalage par rapport au niveau attendu pour cet âge-là. Et c'est à partir de là qu'on émet effectivement ce diagnostic de trouble du neurodéveloppement. Le plus souvent, ça s'installe de façon précoce, c'est-à-dire que c'est visible dès l'âge d'un enfant petit. Et puis des fois, il va y avoir des situations où ça peut être visible plus tardivement pour tout un tas de raisons, de compensation notamment, qui font que ça va être visible plus tardivement. Mais il faut savoir que ces troubles du neurodéveloppement, ils persisteront tout au long de la vie. Donc, qu'on pose un diagnostic enfant ou adolescent ou jeune adulte, c'est un diagnostic qui est présent depuis le début et qui persistera tout au long de la vie du sujet, avec juste un impact fonctionnel qui ne va pas forcément être le même. C'est-à-dire que ça ne peut ne pas être visible de la même manière en fonction de l'âge, tout simplement parce que l'environnement ne va pas solliciter la fonction qui fait défaut de la même manière. Et il y a une diversité de profils. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'hétérogénéité intra- et inter-individuelle. C'est-à-dire que au sein du sujet, comme je vous l'ai dit, ça bouge tout au long de sa vie. Et d'un sujet à l'autre, un même trouble ne va pas se présenter de la même manière. Donc si on prend la situation qu'on vous a parlé juste avant, du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH, une personne qui a un diagnostic de TDAH n'a pas forcément les mêmes symptômes que son voisin qui a exactement le même type de diagnostic, parce que les symptômes peuvent se présenter de façon différentes d'un sujet à l'autre et de niveaux d'intensité différents. Et les conséquences, elles sont visibles, quel que soit l'environnement. Pour parler de troubles du neurodéveloppement, il faut impacter dans plusieurs domaines et pas uniquement dans une seule sphère, qui est notamment la vie personnelle ou l'insertion professionnelle ou la vie scolaire. Donc si on prend un enfant, le trouble il va être visible quel que soit l'environnement dans lequel il s'épanouit, que ce soit à l'école, à la maison, avec des amis, sur une activité périscolaire. Et pas uniquement à la maison ou pas uniquement à l'école. D'accord ? Il va être visible quel que soit l'environnement. Donc là, je vous ai mis grossièrement les différentes fonctions cognitives sur lesquelles repose notre activité cognitive. On va avoir à la fois des compétences de langage oral, des compétences en langage écrit. Et la façon d'explorer notre langage écrit, c'est en se basant sur nos capacités de lecture et d'orthographe. L'écriture, les fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, c'est... si vous voulez, une fonction cognitive de haut niveau, c'est-à-dire que on a communément façon de le présenter comme le chef d'orchestre dans notre cerveau. Et donc, ces fonctions cognitives vont nous permettre justement de coordonner différentes capacités qu'on va avoir. Ça va nous permettre notamment d'être organisés, de pouvoir savoir comment prioriser les tâches, comment les anticiper,
comment les gérer également dans le temps. Ça repose sur nos fonctions exécutives, ce type de tâches. D'autres fonctions comme le calcul, les praxis, autrement appelé, le praxis, c'est tout ce qui repose sur la gestuelle, qui peut à la fois être visible dans la manipulation des choses, mais aussi dans la représentation visuospatiale dans nos fonctions. Les raisonnements, donc les capacités de raisonnement, c'est ce qu'on va évaluer sur nos capacités intellectuelles. Il y a différents types de raisonnements qui vont être représentés par nos compétences verbales, non verbales notamment. Les mémoires, c'est pareil, je les mets au pluriel parce qu'il y a différents types de mémoire. Mémoire des connaissances générales, ce qu'on appelle la mémoire sémantique, mais aussi la mémoire, par exemple, de souvenirs qui nous sont propres, de faits épisodiques, se souvenir à quel endroit, avec qui on était, dans quel contexte. Ça, on fait écho à un type de mémoire qui est la mémoire épisodique. Et puis la cognition sociale, c'est ce qui nous permet un petit peu de ressentir un petit peu ce que les autres peuvent percevoir aussi, de se mettre un petit peu à la place de l'autre, que ce soit d'un point de vue des émotions ou d'un point de vue juste du vécu. Et donc quand je vous disais que toutes ces fonctions cognitives vont se développer avec l'âge, par la maturité cérébrale, on a un niveau attendu de compétences en langage oral, en langage écrit, en fonction de l'âge. Et quand on a des difficultés qui vont être visibles à un âge attendu, on peut soit parler de retard, c'est-à-dire d'une personne qui va avoir un retard en lecture, tout simplement, sur du CP, CE1, CE2. On va avoir des signaux d'alerte qui peuvent être du coup à l'initiative de l'enseignant ou du parent. Et à partir de ce moment-là, on peut mettre en place des dispositifs d'accompagnement avec un environnement de stimulation, notamment là de la tâche de lecture, par une rééducation qui peut être celle de l'orthophonie. Soit l'enfant va récupérer un niveau attendu par rapport à l'âge en lecture et c'est tout, il aura retrouvé une trajectoire attendue par rapport à son âge, soit au contraire, ce retard va persister avec le temps et va être creusé en termes de référence avec un décalage par rapport aux autres enfants du même âge. Et c'est là qu'on va rentrer finalement dans cette avancée diagnostique et de se dire est-ce que là on ne serait pas dans un trouble spécifique du langage écrit, ce qu'on appelle une dyslexie. Donc c'est important d'alerter précocement en fonction du trouble et de l'âge de l'enfant et de mettre en place des dispositifs d'accompagnement précoce et si le diagnostic est posé, là encore de pouvoir l'accompagner précocement. À quoi c'est dû ces troubles du neurodéveloppement ? C'est tout processus qui peut altérer le développement cérébral. Donc ce développement cérébral, vous savez qu'il s'installe très précocement. Déjà in utero, quand on est dans le ventre de notre mère, il y a une structuration cérébrale, une maturité au niveau du développement des neurones qui s'installe. Et des fois, ça peut être visible quand on fait une imagerie cérébrale. Alors là, je ne vous les ai pas tous mis, il y en a tout un tas d'autres, mais des fois, il y a structurellement, d'un point de vue macroscopique, des lésions dans le cerveau qui ont été causées par tout un tas d'anomalies qui sont diverses, par des facteurs génétiques, des facteurs infectieux, on les verra ensemble après, mais qui vont créer ces anomalies qui peuvent être visibles là sur une imagerie qui est l'IRM cérébral. Il peut y avoir une atteinte au moment, comme je vous l'ai dit, anté, péri ou postnatal, qui va toucher la neurogénèse, la façon dont morphologiquement, justement, la structuration, la formation du cerveau va se faire, la migration des neurones. Donc, au fur et à mesure de ces différentes étapes, il peut y avoir un processus qui va venir endommager cette évolution et ce développement et qui peut être à l'origine d'un trouble par la suite. Pareil, il peut y avoir des altérations sur la structure, sur la fonction d'une molécule, d'une cellule ou d'un tissu. Les agents causaux, il y en a énormément. Donc, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il y a des anomalies qui peuvent être plus visibles que d'autres, et puis il peut y avoir des agents qui vont venir précipiter un petit peu la genèse de ce trouble. Il peut y avoir une infection. L'infection, elle peut avoir lieu à différents moments, soit de façon anténatale, soit de façon postnatale. Donc, à ce moment-là, c'est l'enfant qui va contracter une infection dès les premiers jours ou semaines de vie. Là, je vous en ai mis, et les plus classiques sont les méningo-encéphalites. Une anoxie, donc le terme d'anoxie, c'est la privation d'oxygène du cerveau. Donc ça peut priver localement une partie du cerveau d'oxygène et le mécanisme le plus fréquent, c'est le fameux AVC, donc accident vasculaire cérébral. Il y a une artère qui se bouche dans le cerveau et qui va priver d'oxygène du coup une partie du cerveau. Et ça peut causer effectivement des troubles du langage ou des troubles de l'attention ou autres.
Et puis, il peut y avoir une anoxie plus diffuse, c'est-à-dire c'est l'ensemble du cerveau qui va être impacté par cette privation d'oxygène. Et ça peut être notamment des situations comme la procidence du cordon, qui a lieu au moment du coup de la naissance de l'enfant, ou encore une noyade, ce qui arrive fort heureusement plus rarement, mais qui peut arriver même précocement chez des enfants petits. Des traumatismes, les traumatismes périnatales, la dystocie, c'est-à-dire que les épaules ne passent pas au moment de la délivrance, donc au moment de la naissance de l'enfant, et où ça, pareil, il peut y avoir des traumatismes au niveau cérébral qui peuvent se causer par ce problème obstétrical, et de façon postnatale, avec le fameux bébé secoué, ça entraîne des traumatismes neuronaux qui peuvent être à l'origine de troubles du neurodéveloppement chez un enfant. Les toxiques, donc ça, je vous apprends rien, on sensibilise beaucoup sur la consommation de toxiques qui peut avoir lieu donc par l'intermédiaire de la mère au moment du développement de l'enfant in utero, l'alcool ou d'autres médicaments. Et ça, vous êtes sensibilisé à des médicaments comme notamment le valproate, la dépakine, qui est un médicament maintenant dont on sait qu'il peut être pourvoyeur de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant à naître si la maman a pris ce type de médicament pendant la grossesse. Et puis la génétique. La génétique, c'est une grosse part d'agent causal de troubles du neurodéveloppement avec une expression de gène qui peut être variable. C'est-à-dire qu'un même gène peut entraîner des troubles de sévérité différentes. Et puis la génétique, finalement, on en parle énormément ces dernières années parce qu'on a quand même le sentiment que c'est finalement ce qui repose beaucoup sur les bases neurobiologiques du développement ou pas de troubles. Donc là, je vous ai représenté un petit peu sous cette forme de marguerite que vous pouvez trouver à plein d'endroits et dont on parle beaucoup quand on évoque ce concept de trouble du neurodéveloppement, qui vous permet d'avoir un petit peu un éventail de quels sont ces fameux troubles du neurodéveloppement, et il en existe beaucoup. Les plus fréquemment diagnostiqués reposent sur ce qu'on appelle les troubles spécifiques des apprentissages. Ce qu'on appelle les troubles 10, peut-être que ça vous parle un petit peu plus sous cette forme de terminologie. Et là, on y met la dyscalculie, la dysorthographie, la dyslexie. Donc dedans, il y a notamment les troubles du langage écrit. Et ça, on les dépiste généralement sur l'entrée dans les apprentissages, c'est-à-dire un enfant d'âge scolaire entre 6 et 10 ans. Vous avez les troubles de la communication et du langage. Donc là, ça va toucher le langage oral, l'expression orale. Ça, souvent, on arrive à des diagnostics un petit peu plus précoces. Ça va être dépisté par un enfant qui a un retard dans le langage oral, qui rentre à l'école, qui s'exprime difficilement, qui a peu de vocabulaire, qui forme pas des phrases construites avec un sujet, un verbe, un complément, et où petit à petit, du coup, on avance dans la démarche diagnostique pour savoir si c'est un authentique trouble ou si c'est juste un retard où il y a besoin de ce coup de pouce en orthophonie et où finalement, après, il se développe tout à fait normalement. Les troubles du développement intellectuel, donc la déficience intellectuelle, ça, pareil, c'est des diagnostics souvent assez précoces dans le développement d'un enfant. Le TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc ça représente environ 4 à 5% des enfants, avec dans 50% des cas la persistance de ce trouble chez les adultes. Donc je vous ai dit que les troubles du neurodéveloppement, ils persistaient avec le temps. Mais on sait que l'impact fonctionnel, c'est-à-dire la façon dont ça va avoir des conséquences dans la vie quotidienne, va être différent. Mais quand le TDAH est diagnostiqué chez les enfants, à peu près un patient sur 2 reste impacté en tant qu'adulte. Donc c'est important, là encore, de diagnostiquer précocement et d'accompagner pour mettre en place des stratégies de compensation pour que ce soit moins visible, si possible, en tant qu'adulte. Parmi les troubles du neurodéveloppement, vous avez aussi les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale et les troubles moteurs. Donc les troubles moteurs, vous avez la fameuse dyspraxie. Maintenant, le terme qu'on utilise, c'est le trouble du développement de la coordination, mais c'est la même chose. Et les tics et mouvements stéréotypés, il y a peut-être des maladies comme la maladie de Gilles de la Tourette que certains d'entre vous connaissent, qui est un trouble du neurodéveloppement. Donc il y a des associations fréquentes entre ces différents troubles, c'est-à-dire que c'est pas si rare que ça chez une seule et même personne d'être porteur de plusieurs troubles. Après, d'intensité variable, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sévères, il y en a qui peuvent être plus visibles que d'autres en termes de conséquences et d'impact dans la vie quotidienne, mais souvent quand on tire un fil, on trouve des petites choses qui gravitent autour. La sévérité, donc je vous l'ai dit, elle est variable, et surtout l'évolution au cours du temps, avec parfois finalement un diagnostic qui peut être rendu plus visible en fonction de l'âge, en fonction justement de l'environnement dans lequel on évolue, qui va faire qu'on va être plus ou moins impacté parce qu'on va justement cibler la difficulté.
Il y a beaucoup de points communs, malgré tout, entre ces différents troubles, et notamment les difficultés d'attention. Alors, ça peut être visible même sans avoir un authentique trouble déficitaire de l'attention. On sait que tous ces troubles du neurodéveloppement vont amener à un effort, toujours être beaucoup dans la compensation du trouble qui est présent pour la personne, et notamment avoir des conséquences sur ses capacités attentionnelles. C'est-à-dire tout ce qui va mettre en place pour pouvoir compenser va amener des difficultés d'attention. Je vous donne à nouveau l'exemple de la lecture ou de l'écriture. Si on mobilise ce type de tâches, forcément, ça va créer plus de difficultés derrière attentionnelles et une fatigabilité lorsqu'on va venir solliciter ce type d'activité. Donc, cette notion d'effort, de fatigabilité, c'est vraiment très fréquemment ressenti par les patients. Ça fait vraiment partie des symptômes qui nous décrivent régulièrement en disant « je me fatigue vite, je me rends compte qu'à mesure de la tâche, je ne suis pas en mesure de pouvoir la faire sur une durée longue parce qu'il y a cette notion d'effort qui est vraiment ressort régulièrement ». Et des fois, d'avoir besoin de plus de temps, c'est aussi une plainte, un symptôme qui ressort régulièrement, pour plein de raisons. Mais ils vont avoir besoin de plus de temps pour être efficaces dans la tâche qui leur est demandée, soit en lien justement avec un impact sur leur capacité attentionnelle, soit en lien avec de la distractibilité, où du coup, la tâche, elle va se faire de façon plus longue parce qu'ils vont être distraits par ce qui se passe autour d'eux, ou par leurs propres pensées, qui font que ça va les détourner du cœur de la tâche et que la tâche, elle va durer du coup un petit peu plus longtemps. D'accord ? Après, il y a cette représentation du temps aussi, qui peut être difficile pour certains patients et qui, du coup, va faire qu'ils vont avoir besoin de plus de temps, tout simplement parce qu'ils ont du mal à analyser combien de temps ils ont besoin pour faire telle ou telle tâche. Et de se laisser plus de temps, ça permet de libérer quand même un petit peu cette difficulté. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs troubles qui peuvent être observés simultanément chez une même personne. Et ça, comme je vous l'ai un petit peu dit, ça repose sur pas mal d'aspects. Et notamment chez les jeunes adultes, vous êtes peut-être sensibilisé à ça, mais là, je vous ai parlé des troubles du neurodéveloppement qui peuvent être associés, mais il y a tout un tas d'autres troubles qui ne sont pas des troubles du neurodéveloppement, mais qui font plutôt référence à des troubles psychiatriques, des troubles psycho-affectifs. Et ça, c'est très fréquemment associé aux troubles du neurodéveloppement. Aussi parce qu'on perd un peu confiance en soi, parce que on va avoir plus d'anxiété sur le fait d'être « ah bah oui, à chaque fois on me répète les choses parce que on met le doigt sur le fait que j'oublie les choses ». Et à chaque fois on va venir insister sur ce genre de remarques. Et ça crée de l'anxiété. Donc ça, c'est un trouble psycho-affectif qui va être fréquemment associé aux personnes qui ont notamment un TDAH en tant que jeune adulte. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'éléments qui semblent dire qu'il y a des bases communes d'un point de vue génétique entre ces différents troubles. Et pourquoi, finalement, on développe plus en tant que jeune adulte l'association de ces différents troubles, parce qu'il y a sûrement des facteurs de vulnérabilité génétique qui font que ça va être plus facilement visible chez une seule et même personne. Là, on a beaucoup parlé du handicap, on a beaucoup parlé des faiblesses, des troubles dont sont porteurs les patients, mais il faut effectivement ne pas perdre en vue les forces aussi de la personne. Et ça, on l'oublie souvent parce qu'on est quand même toujours dans cette démarche, on fait des bilans, on fait des tests, on passe devant des bilans neuropsychologiques, on passe notre temps à exprimer notre plainte, nos difficultés au quotidien, et finalement, on occulte souvent beaucoup ce qui font leurs forces et ce qui font qu'il y a aussi plein de choses qui fonctionnent correctement. Et ça, vous verrez, ça fait partie aussi des bases sur lesquelles la prise en charge est indispensable, c'est de vraiment recentrer aussi la personne sur ses forces et pas que sur ses faiblesses, pour d'ailleurs pouvoir s'appuyer dessus pour justement mettre en place des besoins, des appuis spécifiques en termes de rééducation pour pouvoir justement les guider et pouvoir améliorer les choses. Et ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment s'adapter à chaque personne. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez peut-être vous déjà été confronté dans votre vie personnelle à quelqu'un qui avait un diagnostic de TDAH que vous allez finalement reproduire le même schéma chez une autre personne qui vous amène ce diagnostic de TDAH. Pour chaque personne, on a un besoin bien spécifique. Donc les conséquences, je vous l'ai dit un petit peu, on parle beaucoup de handicaps invisibles dans ce type de diagnostic qui sont les handicaps cognitifs parce qu'effectivement c'est moins visible qu'un handicap moteur. Mais le retentissement, il reste tout aussi important et ce, quel que soit l'environnement social, quotidien, professionnel, avec cette perte d'autonomie qui signe le handicap.
il y a souvent une façade, et chez les enfants, notamment, c'est l'efficience intellectuelle. Un enfant qui a une efficience intellectuelle normale, qui est plutôt en réussite dans ses apprentissages, qui n'a pas de trouble du comportement, qui est plutôt calme en classe, qui fait pas de vagues, avec qui il est bien inséré avec ses camarades et qui réfléchit bien, comprend bien. Et quand après les parents amènent un diagnostic de trouble du neurodéveloppement, ça peut être un trouble 10 ou ça peut être un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention, c'est souvent pas bien compris par les intervenants qui gravitent autour de l'enfant, que ce soit les enseignants ou autres, parce qu'ils sont pas suffisamment sensibilisés au fait que même avec une efficience normale, on peut être porteur d'un trouble du neurodéveloppement et que pour autant, il y a des besoins spécifiques pour cet enfant et besoin d'un accompagnement. Donc il y a souvent une méconnaissance et des fois une confusion entre des diagnostics et le handicap que ça peut engendrer. Donc il y a vraiment un besoin de sensibilisation, de formation, de transmission de l'information et ça ne peut se faire qu'en partenariat. On ne peut pas laisser les parents tout seuls sensibiliser l'enseignant. On ne peut pas non plus se reposer que sur des certificats médicaux qui vont attester de tel ou tel trouble. Ça se fait vraiment de façon pluridisciplinaire en travaillant tous main dans la main et quel que soit l'âge de la personne, que ce soit enfant ou adulte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Aurélie. Avant peut-être de voir sur la question du chat, je ne sais pas si d'entrée de jeu il y a des questions, des personnes qui veulent réagir sur le topo très clair de Aurélie, qui a bien montré le continuum et la question de la lecture fonctionnelle et de la personnalisation. Merci beaucoup. Bonjour. Par rapport au référentiel dont vous parliez en début de conférence, comment est-ce qu'ils sont fixés, ces référentiels, et est-ce qu'ils évoluent avec le temps? Quand vous parlez de référentiel, vous pouvez... Ce qui est attendu en termes de développement sur les compétences. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, beaucoup de pédiatres et de médecins généralistes sont sensibilisés justement aux signes d'alerte en termes de décalage attendu par rapport au développement de l'enfant, que ce soit d'un point de vue psychologique, d'un point de vue moteur. Et donc ça, effectivement, il y a des références assez claires. Notamment, l'ARS l'avait également noté. Vous avez un guide de référence qui peut aider aussi les différents praticiens. Et vous connaissez peut-être ces plateformes de coordination et d'orientation diagnostique. Et justement, ce qui va guider le pédiatre ou le médecin généraliste pour orienter un enfant vers ces PCO, c'est justement ces signes d'alerte montrant un possible décalage par rapport au niveau attendu pour l'âge. Voilà. Donc ça, on a des références bien claires qui sont disponibles facilement. Une question sur le chat qui va directement te concerner. Est-il possible de diagnostiquer des troubles du développement à l'âge adulte? Tout à fait. On peut diagnostiquer quel que soit l'âge. C'est une démarche diagnostique un petit peu plus complexe, parce que forcément, il va falloir avoir dans le rétroviseur toutes les étapes par lesquelles la personne est passée. Donc, c'est des fois plus compliqué quand on a 50 ans que quand on en a 25 ou 40. Et c'est important, finalement, de faire cette démarche à plusieurs. Quand je dis à plusieurs, c'est-à-dire qu'il va falloir, bien évidemment, prendre en compte la plainte du patient qui vient en consultation pour faire cette démarche, mais si possible de la confronter à son entourage, c'est-à-dire des personnes qui le connaissent depuis l'enfance, pour pouvoir témoigner justement de comment ça s'était passé quand il était enfant, comment ça s'est passé en tant que jeune adulte, et pas uniquement le conjoint qui le connaît sur ces 5 ou 10 dernières années, d'accord ? Parce qu'on doit identifier la présence de difficultés dès l'enfance. On n'acquiert pas, c'est pas un trouble acquis avec l'âge. Donc on va forcément identifier la présence de symptômes dès l'enfance, et nous, dans notre démarche diagnostique, c'est de l'identifier des symptômes avant l'âge de 12 ans. Ça fait partie des références aussi dans les critères diagnostiques du DSM-5. On a besoin de retrouver la présence de ces troubles durant l'enfance et ensuite d'attester la persistance à l'âge adulte qui peut être modulée, comme je vous l'ai dit, mais qui fait qu'il y a une continuité et c'est pour ça qu'on parle de troubles du neurodéveloppement avec l'âge. Ce qui me permet, ça me paraît un point important parce qu'il y a une tendance maintenant parfois aussi au surdiagnostic avec des adultes qui, pour rendre compte de leurs difficultés, vont aller traquer la question du trouble déficitaire de l'attention. Et comme l'a très bien dit le Dr Richard Mornas, ça s'inscrit dans une histoire, dans un continuum. Un trouble de l'attention qui vous tombe dessus, c'est peut-être autre chose. Ça peut être une dépression, ça peut être voire des éléments effectivement aussi neurologiques, mais ça ne sera pas effectivement donc du tout les mêmes causes, donc pas du tout effectivement la même façon de les prendre en charge.
Vous nous parliez de handicap invisible dans les troubles du neurodéveloppement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur des handicaps qui sont parfois encore plus indivisibles chez les femmes, avec les patientes que vous êtes amenées à accompagner? Je reformule juste pour les personnes dans le chat. Donc là, on me questionne sur le diagnostic invisible, sur le handicap, pardon, invisible, et notamment sur les diagnostics posés chez les femmes qui peuvent effectivement un petit peu plus être dans la compensation. C'est-à-dire que de l'extérieur, pour l'entourage, ça peut ne pas être visible autant que ce que la personne vit intérieurement, parce qu'elle va beaucoup compenser, elle va noter, elle va pouvoir se reposer sur tout un tas d'outils personnels qu'elle va mettre en place pour finalement faire face, et que de l'extérieur, elle paraisse non, juste adaptée dans tout ce qu'elle fait. Mais tout ça, ça a un coût. La fatigabilité, la personne n'en parle pas forcément, mais sur le moment, elle va être au travail. Et puis en rentrant à la maison, là, il y a la deuxième journée qui arrive où il faut gérer la vie personnelle, plus ou moins les enfants, et où là, ça devient vraiment très, très compliqué de faire face à cette deuxième journée qui arrive dans le temps. Tout simplement parce que toutes les batteries ont été utilisées sur ce temps de journée dans le cadre de la vie professionnelle, et que du coup, il y a plus de ressources possibles. Les batteries, elles sont à plat pour pouvoir continuer à être efficaces dans ce qu'on doit faire dans notre vie personnelle. Et c'est vrai que chez les femmes, c'est souvent le cas. Elles sont un peu là, multicasquettes, à vouloir faire énormément de choses et à faire que de l'extérieur, c'est peu visible, alors qu'effectivement, c'est beaucoup plus significatif que ça. Et puis des fois, ça arrive ça craque en fait, hein. Donc les fameux burn-out, les signes d'épuisement qui arrivent à des moments particuliers de vie, quand notamment on n'arrive plus à tout gérer. Donc il faut être bien sensibilisé à ces facteurs de vulnérabilité-là. Tu me permets juste de rebondir, mais faut faire attention parce qu'il y a aussi des dimensions qui peuvent être compensées, c'est le phénomène de camouflage. Et je pense que par exemple les problèmes de motricité, qu'on soit homme ou femme, on peut les compenser à un certain point, alors que d'autres dimensions comme la communication sociale, quand on est par exemple dans les troubles du spectre autistique, et c'est vrai que parfois les troubles du spectre autistique sont en arrière-fond des problématiques d'attention qui font des diagnostics tardifs, ça c'est pas la même chose, où là on a vraiment des facteurs de compensation qui sont effectivement pondérés par le sexe de la personne. Une dernière question peut-être, oui. Alors, y a-t-il des accompagnements spécifiques pour les adultes et comment les orienter? Mais c'est merveilleux, c'est la transition pour la communication suivante. Donc oui, je ne vais pas m'étaler dessus, mais effectivement, il existe des dispositifs spécifiques pour les adultes, mais je laisserai du coup mes collègues de l'ADAPT vous les développer. Merci. Et du coup, Emmanuel Le Goff, responsable du pôle travail à l'ADAPT. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous présenter l'écosystème médico-social, donc ça va répondre à la question un peu précédente, enfin en tout cas, on va essayer. Donc l'écosystème médico-social au sens strict est un peu élargi. J'ai volontairement, pour faire cette présentation, un peu ciblé pour les employeurs, mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont demandeurs d'emploi, donc ça concerne aussi évidemment des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc c'est pas que pour des personnes qui travaillent. Voilà mon propos. Et au préalable, je tenais aussi à insister sur le fait que l'écosystème médico-social intervient, mais quand même après un environnement complètement ordinaire, c'est-à-dire qu'il y a le rôle de la médecine du travail qui est très importante, il y a le rôle des référents handicap, on en a des exemples ici aux HCL, et puis aussi le rôle du service public de l'emploi, il faut quand même le rappeler, et notamment du Cap Emploi avec un collègue qui est aussi dans la salle. Mais c'est vrai que c'est important de dire ça parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent déjà être faites à ce niveau et le médico-social va intervenir ensuite dans un second temps. Voilà. La définition de ce qu'on pourrait appeler l'écosystème médico-social, c'est en fait un ensemble de dispositifs adaptés qui sont mis en place pour compenser les situations de handicap. Donc vous les repérez, alors on voit pas très bien les couleurs, mais j'avais prévu une couleur bleue pour que vous repériez bien ce qui est médico-social au sens strict, c'est-à-dire essentiellement un accès par des orientations via la maison départementale des personnes en situation de handicap, donc MDPH, ce qui sous-entend pour accéder à ces dispositifs, être bénéficiaire de la RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Voilà.
Il y a effectivement possibilité d'autres appuis, alors ce qu'on pourrait dire à la frontière du médico-social. Je pense que l'exemple qu'on a vu en début d'après-midi fait partie de cette frontière du médico-social. Je dis frontière parce qu'officiellement, ce n'est pas forcément du médico-social. Je pense notamment aux appuis spécifiques. Par contre, il y a quand même des identités très très proches, notamment avec des équipes pluridisciplinaires, des regards croisés. On a parlé de neuropsychologues, on pourrait parler d'ergothérapeutes, de formateurs, de chargés d'insertion professionnelle. En fait, le système médico-social permet en fait de travailler avec différentes qualités professionnelles et du coup de croiser les regards pour mieux, comme on l'a dit tout à l'heure, adapter à chaque situation. Chaque situation est différente et on n'est pas là pour dire c'est de l'autisme, donc c'est ça, ou c'est des troubles de l'attention, donc c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter le plus possible à la situation rencontrée. Alors, je vais aller assez vite pour pas trop prendre de temps, mais ce qu'il faut savoir dans le médico-social, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les établissements et services pour l'orientation, ce qu'on appelle ESPO, qui vise quoi? Qui vise à travailler un projet professionnel ou une reconversion professionnelle. Donc évidemment, ça va s'adresser à des gens qui sont demandeurs d'emploi ou des gens qui sont en situation de travail. Donc, ces dispositifs, c'est des préaux, voilà, préaux pour préorientation. Donc, c'est souvent collectif, enfin, c'est tout le temps collectif d'ailleurs. Et du coup, ça se fait soit en fonction du type de handicap. Par exemple, on a une préo à l'ADAPT qui est pour les personnes avec TSA. On a une préo généraliste. On a des préos pour les personnes qui ont des lésions cérébrales. Donc voilà, sans rentrer trop dans le détail, c'est vraiment l'objectif de travailler sur plusieurs mois un projet professionnel ou une reconversion professionnelle quand on rencontre des difficultés. Donc ça, c'est forcément RQTH et en plus, je dis bien, et en plus, une orientation professionnelle de la MDPH. Souvent, les personnes pensent que la RQTH ouvre des portes, ce qui n'est pas faux, mais ça ouvre pas toutes les portes. Il faut bien, en plus de la RQTH, une orientation professionnelle spécifique, par exemple pour aller en ESPO, mais pour le reste aussi, hein, je vous le dirai tout à l'heure. Ça peut s'adresser à des personnes salariées. Il y a simplement le fait que l'arrêt maladie, enfin donc il faut bien sûr que les personnes soient en arrêt maladie, elles ne peuvent pas être en poste, et il faut simplement une autorisation de l'employeur pour des questions de rémunération. C'est pas forcément, c'est plutôt pour des demandeurs d'emploi que pour des personnes salariées, mais je tenais à préciser que c'était quand même possible et que ça pouvait s'adresser à elles. Voilà. Donc ça, c'est ESPO. Il y a évidemment, et on peut le faire également, des bilans de compétences. Donc, un bilan de compétences, vous le connaissez, vous pouvez y accéder via votre CPF, c'est maximum 24 heures, c'est individuel. Simplement, nous, quand on fait des bilans de compétences, on se nourrit aussi de ces regards croisés, et ça permet aussi pour des personnes qui auraient des troubles du neurodéveloppement d'avoir un bilan de compétences qui est quand même un peu plus adapté, un peu plus ciblé, et pas simplement d'analyser ses compétences ou de définir un projet professionnel ou un projet de formation. Là, dans ce cas-là, quand même, quand on est en emploi, c'est sûr qu'il n'y a pas de lien avec l'employeur. Donc, tout ce qu'on a vu, tout ce qui a pu être dit en début d'après-midi ne peut pas fonctionner. Donc, on voit bien l'importance de l'environnement de travail et l'importance de la sensibilisation. Donc, le bilan de compétences ne va pas œuvrer là-dessus. Bon, voilà, mais c'est dans la... Je ne sais pas si ça se voit trop, mais c'est dans la partie orange, donc plutôt, ce n'est pas du médico-social pur, c'est à la frontière du médico-social. On a également ce qu'on appelle ESRP. Alors, il y a beaucoup de sigles dans le milieu médico-social, mais l'objectif d'un ESRP, c'est de permettre à des gens de se former sur un nouveau métier. Alors ça, on s'adresse plus quand même aux demandeurs d'emploi. Ce qu'il faut peut-être savoir, c'est que nous, on a deux types de métiers sur Lyon, par exemple. On forme au métier administratif, d'employé administratif, et au métier de la maintenance des vélos. Donc ça, c'est très ciblé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers mois dans le secteur des ESRP, notamment le dispositif de formation accompagnée. Ça, c'est relativement récent, peu connu, quand même très intéressant puisque c'est un appui médico-social à la formation de droit commun. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a envie d'un métier, on veut se former à un métier, on a trouvé l'organisme de formation sur la métropole de Lyon, et on a besoin d'un accompagnement médico-social pour faire toute cette médiation avec l'environnement, déjà entre la personne, l'environnement pédagogique. Et nous, on défend beaucoup le DFA parce qu'on pense vraiment que c'est un outil pour se former
parce qu'il y a quand même toujours la question de la qualification quand on parle du projet professionnel. Donc se former en milieu ordinaire, mais tout en bénéficiant d'un regard et d'un accompagnement médico-social. Donc ça, c'est le dispositif de formation accompagnée. Et puis, il y a aussi, dans les ESRP aujourd'hui, la possibilité de faire du séquentiel et de choisir certaines compétences qui nous manquent pour avancer, et pas forcément de devoir faire des formations sur une durée de 8 mois ou 10 mois. On peut faire certains modules. Donc ça aussi, c'est des avancées pour essayer d'être vers plus de modularité et de répondre au cas par cas aux besoins. Et ça colle aussi, évidemment, avec les personnes avec les troubles du neurodéveloppement. Pour tous ces aspects-là, ESRP, RQTH, plus une notification de la MDPH qui précise bien que la personne est orientée sur tel dispositif. Là, on est un peu loin du sujet, mais en même temps, c'est à titre d'information. Il y a aussi le milieu protégé, malgré tout, même si, alors, évidemment, ça ne va pas s'adresser à des salariés, ça c'est sûr. Mais les établissements et services d'accompagnement par le travail, notamment à la date, on a développé depuis 25 ans le principe des acteurs-murs, puisque ça collait plutôt bien justement avec des personnes du trouble du neurodéveloppement, avec la capacité d'adapter chaque parcours d'immersion professionnelle à la capacité, déjà la capacité horaire, à la capacité et aussi aux tâches de travail adaptées à chaque trouble. Donc ça, c'est pour des gens qui se lancent, qui ont des difficultés importantes, mais qui souhaitent quand même démarrer un parcours professionnel. Les acteurs-murs est une solution. Et aujourd'hui, il y a aussi des évolutions dans le secteur, puisque on peut aujourd'hui avoir une activité, par exemple, à mi-temps en milieu ordinaire et à mi-temps en milieu protégé. Ça, c'est des nouveautés qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie secteur protégé. On est bien dans le médico-social, là, pour le coup. Ensuite, il y a également la possibilité de diagnostic de compétences. Voilà. Alors ça, là, on se rapproche un peu de ce qu'on a vu en début d'après-midi avec d'abord vraiment un travail sur l'avenir professionnel du salarié, puisque là, ça s'adresse qu'à des salariés pour le coup. Et ça passe par deux phases, une phase d'évaluation des capacités par rapport aux difficultés rencontrées. Donc on parle aussi de bilan neuropsychologique ou d'éclairage de bilan s'il y a eu un bilan récent. Et de même pour un bilan ergothérapique. Et du coup, ça permet aussi de travailler concrètement à des pistes professionnelles, voilà, qu'elles soient en interne dans l'entreprise où la personne est en poste, ou aussi évidemment en externe. Donc ça, là, il y a un lien avec l'employeur. Là, c'est vraiment quelque chose qui est adapté beaucoup plus aux besoins de l'entreprise. Et là, c'est un accès qui ne passe pas par la MDPH, donc c'est aussi... je dirais, un peu plus simple à mettre en place, puisque ça passe par un devis, et un devis qui permet de faire un diagnostic de compétences compris entre 20 et 40 heures. Voilà, donc c'est évidemment quelque chose qui se fait de manière tout à fait individuelle. Il y a une option qui est possible aussi d'approfondir sur le projet professionnel. Voilà, donc ça peut être en 2 temps, mais c'est vrai que nous, on croit beaucoup aussi au diagnostic de compétences, en cas notamment de reclassement. Voilà. Donc, les appuis spécifiques, c'est un dispositif qui est financé par l'AGFIP et le FIPHFP pour la fonction publique. Donc là, il n'y a pas de travail sur le projet professionnel. Ça, c'est clairement, c'est pas dans le cahier des charges. Il n'y a pas vraiment non plus d'accompagnement, même si on l'a vu avec l'exemple de ce matin, il y a quand même une durée qui se met en place. Mais c'est pas vraiment de l'accompagnement au sens, comme on le fait par ailleurs dans d'autres dispositifs. Par contre, c'est une expertise qui vise à sécuriser le parcours de la personne, à sensibiliser le collectif. Donc ça, on a bien vu l'exemple tout à l'heure, l'importance de la sensibilisation et de faire comprendre qu'est-ce qui est mis en place et pourquoi c'est mis en place et pourquoi c'est pas des privilèges. Et puis bien sûr, l'objectif étant de maintenir dans l'emploi. Donc il y a 4 modules dans ces appuis spécifiques, soit une analyse de la situation, enfin c'est pas soit, ça peut être une analyse de la situation, ça peut être une analyse des capacités, la préconisation et la mise en œuvre, typiquement je pense qu'on était là-dessus dans l'exemple donné, et aussi le suivi des préconisations, c'est-à-dire qu'il y a comment on suit et comment on peut réévaluer et aussi voir avec le collectif ce qui est possible ou pas. Voilà. Donc ça, c'est un accès différent, soit par le service public de l'emploi pour les entreprises privées, donc France Travail et Cap Emploi, soit pour la fonction publique directement, en l'occurrence par les
par les référents handicap des HCL. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on a on gère, on va dire, les appuis spécifiques sur les troubles du neurodéveloppement, sur le Rhône et la métropole de Lyon, et aussi sur le handicap psychique. Voilà. Il y a d'autres structures qui gèrent sur le handicap auditif, le handicap visuel. C'est des marchés, on appelle ça comme ça, c'est des marchés. Et on a eu donc le marché sur le trouble du neurodéveloppement et le handicap psychique. Et on est aussi, en l'occurrence, sur ces marchés-là en partenariat avec Andy Neuron, qui gère le Cap Emploi, voilà, sur les appuis spécifiques. Appuis spécifiques, c'est vraiment que de l'individuel, hein, et c'est adapté à chaque situation et à chaque profil. Voilà. Alors pour terminer, donc là on est encore, comme vous voyez, sur la partie orange, donc plutôt aux frontières du médico-social. Je voulais vous parler de la plateforme emploi accompagné. Ça, c'est un dispositif national né en 2017, enfin en 2016 même, dans la loi travail de Myriam El Khomri. Un dispositif qui est quand même assez intéressant parce que d'abord, on est dans l'accompagnement pour le coup. Donc c'est un accompagnement et de la personne et de l'entreprise dans la durée. Ça peut être plusieurs années hein, quand même. Dans la loi, c'est autant que nécessaire. Donc ça veut dire qu'on est pour le coup sur une durée d'accompagnement importante, qui comprend aussi une médiation avec l'entreprise, hein, une médiation, une sécurisation du parcours professionnel. L'idée, c'est de maintenir les gens dans l'entreprise quand il y a un souci, et si on n'y arrive pas dans cette entreprise, de trouver une autre entreprise. C'est ouvert aux demandeurs d'emploi et aussi aux personnes salariées. Ça peut être, enfin, c'est pas une suite automatique, mais ça arrive qu'un appui spécifique puisse, non pas déboucher, mais puisse être poursuivi par un suivi dans le cadre de l'emploi accompagné, puisqu'encore une fois, là, il y a les mots accompagnement, il y a les mots durée, ce qui n'est pas forcément le cas des appuis spécifiques. Donc ça, c'est deux choses différentes qui viennent, s'il y a toujours des besoins, qui viennent compléter le besoin. Voilà. Donc ça, on n'accède pas comme ça à la plateforme emploi accompagné, on y accède via le service public de l'emploi, France Travail, Cap Emploi, Mission Locale, ou aussi par la MDPH. Voilà. Et aujourd'hui, il faut la RQTH ou être bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Ça a permis aussi de toucher des gens qui n'avaient pas forcément la RQTH, mais qui peuvent bénéficier de cette plateforme. Voilà. Nous, on est chef de file de la plateforme emploi accompagné sur le Rhône et la métropole de Lyon, mais on travaille avec d'autres opérateurs, hein, vous voyez la liste, l'ADAPI 69, AEFS, l'Alged, Aspijob, l'EPNAC, Messidor, La Roche. Donc ça veut dire que c'est une dimension partenariale pour répondre à des besoins individuels. Voilà. Donc en fonction du handicap, certaines associations sont plus spécialisées que d'autres, mais évidemment, ça concerne aussi les troubles du neurodéveloppement. Par exemple, on a à peu près, dans les statistiques 2024, près de 25% des personnes avec handicap cognitif, 25%. Donc on suit à peu près 300 personnes aujourd'hui, et sur ces personnes suivies, 25% handicap cognitif, 25% autisme. Donc vous voyez, là, les troubles du neurodéveloppement sont bien représentés dans les personnes accompagnées par la plateforme emploi accompagné. Voilà, c'est fini pour moi et je peux répondre à des questions. Alors, en ligne, quelles sont les possibilités d'aide pour les indépendants, auto-entrepreneurs et libéraux avec RQTH? Alors, donc je ne sais pas si c'est des gens qui sont déjà indépendants, j'imagine, qui auraient besoin d'être aidés. On va partir là-dessus. L'emploi accompagné, par exemple, que j'ai cité, peut répondre à des personnes qui sont auto-entrepreneurs. Ce n'est pas que des gens qui sont dans des entreprises, des entreprises importantes. Après, si c'est pour monter son activité, il y a aussi des structures qui aident. Je pense notamment à HUP qui est là pour aider la construction d'une activité. Mais je pense que les appuis spécifiques, je regarde, je ne sais pas si on a la réponse, mais les appuis spécifiques, je pense, pour des auto-entrepreneurs, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Si, c'est possible, on me fait signe. Ok. Voilà, donc les appuis spécifiques. Ça peut être une réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle? Parce que je suis parti sur...
pour répondre à Monsieur Le Goff, pour ce qui est des professions libérales, c'est plus compliqué, mais c'est possible quand même à la date, en biaisant un petit peu. Mais il faut savoir que quand on est une profession libérale et qu'on a un accident de la vie, c'est beaucoup plus compliqué pour rentrer dans des systèmes comme celui-là, ou tout autre système en fait, parce que quand on n'est jamais cotisé, quand on n'a jamais été déclaré au Pôle emploi, des choses comme ça, on n'a droit à rien de toute manière. Et heureusement qu'il y a des structures comme la DAB qui arrivent quand même à nous prendre en charge. Moi personnellement, j'ai été pris dans le dispositif UEROS et ça m'a permis de maintenant faire du bénévolat de retraite. Ok. Mais vous aviez quand même eu une orientation de la MDPH pour entrer en UEROS, j'imagine. Il a fallu que je la fasse. Oui. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que l'UEROS? L'UEROS, c'est un peu on va dire une préo pour personnes cérébrolésées. C'est une unité d'évaluation et de réentraînement. Je ne sais plus la suite, mais enfin pour personnes cérébrolésées en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Merci. Et juste une petite précision, vous parliez tout à l'heure de handicap invisible, et pas que le cognitif, handicap invisible. Ouais, c'est juste une précision. Tout à fait. Ok. C'est tout bon? Je crois qu'on a un petit temps de pause. Merci, M. Le Goff. On a un petit temps de pause.